Samedi 27, nous avons pu y voir François Hollande, accompagné de l'industriel et patron du syndicat agricole FNSEA Xavier Belin, copieusement chahutés et insultés par les agriculteurs présents. Le stand du ministère a ensuite été démonté. Le lendemain, c'était au tour de celui de la marque Charal, propriété du groupe Bigard. À coups d'extincteur, plusieurs dizaines d'éleveurs s'en prennent au stand de Charal, la marque phare de Bigard. Bigard paye la viande au prix le plus bas, au prix européen, au prix mondial. Le fait que ce groupe ait été pris pour cible n'a rien d'anodin. Numéro 1 français de l'abattage et de la découpe, Bigard est connu pour utiliser sa position dominante afin de faire pression sur les éleveurs pour obtenir des prix toujours plus bas et s'assurer des marges très confortables. L'été dernier, le groupe avait refusé l'instauration d'un prix minimum d'achat de la viande, accentuant ainsi la pression sur des agriculteurs déjà fortement endettés et confrontés à des pratiques similaires de la part de la grande distribution. Ainsi, selon l'Observatoire des prix et des marges, sur un poulet entier vendu 4,26 € en grande surface, l'enseigne prélève 1,74 € alors que l'éleveur n'est rémunéré qu'à hauteur d'1,34 €. Si on ajoute à cela les effets désastreux de la concurrence internationale, de la spéculation sur les produits alimentaires et d'un système intensif générant très régulièrement des crises de surproduction, on comprend que les agriculteurs l'aiment mauvaise. Et le fait que le salon de l'agriculture concentre sur un même lieu les victimes du système et ceux qui en profitent de manière indécente, Charal en tête, explique facilement les débordements. J'en ai rien à foutre de nous! On peut crever! Marion a enfilé le t-shirt « Je suis éleveur, je meurs » et pour elle, c'est vraiment une question de survie. On se démène 80 heures dans la semaine, on compte pas nos heures, 24-24, 7 jours sur 7. On est engagé à la banque, on ne peut pas d'un jour à l'autre fermer la porte et dire on s'en va, c'est pas possible. Nous, on s'en fout d'avoir des aides et des aides. On n'est pas là pour vivre que des aides. Si on n'a pas de prix, on vivra plus, puis c'est tout. Comment les agriculteurs vont-ils s'en sortir? Jusqu'ici, chaque crise agricole ne donne lieu qu'à une baisse de charge, permettant de maintenir la tête hors de l'eau jusqu'à ce que le problème revienne 3 mois plus tard. Ce système a surtout profité à quelques industriels, comme le président de la FNSEA, premier fournisseur de nourriture industrielle pour bétail via son entreprise aux 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Sophie Protéol, qui réalise elle aussi des marges confortables sur le dos des paysans. Paysans commençant à comprendre que les intérêts de ce monsieur, supposés les représenter, ne sont pas les leurs. On ne peut pas s'investir dans les manifestations faites par la FNSEA pour plusieurs raisons. D'abord, la FNSEA, il faut le dire, ce sont des pompiers pyromanes, puisque la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est eux qui l'ont semée. C'est en voulant un modèle libéral où l'État soit de plus en plus loin des choses, où on puisse produire de plus en plus, aller chercher le marché mondial, qu'on a foutu les paysans dans la merde. Comme chaque matin depuis 10 ans, Simon gère la traite de ses 90 vaches. Mais le lait qu'il produit, il doit aujourd'hui le vendre bien moins cher que l'année dernière. Pour le mois de février, il devrait être payé aux alentours de 305-307 € les 1000 litres. Et pour cause, son activité dépend directement des cours des marchés mondiaux. Ceux qui nous ont écoutés, qui ont vraiment été dans l'agriculture paysanne, finalement, sont moins touchés par la crise que d'autres. Moi aujourd'hui, je vends mon lait 425 €. L'an dernier, je le vendais 424 et l'année prochaine, je devrais le vendre encore un peu plus cher. On va chercher le marché au plus près, le marché local. Quand on va chercher le marché industriel, évidemment, on se casse la figure. Face à l'impasse, il semblerait que tout le système agricole soit à redéfinir, alors que la course au rendement s'est transformée en course à l'endettement, tandis que ceux qui ont préféré se tourner vers d'autres modèles, agriculture raisonnée, agriculture biologique, permaculture, semblent au final mieux s'en sortir. La raison numéro 3, il faut sauver l'agriculture française et les agriculteurs français. L'agriculture française a connu cette évolution qui se passe quasiment de commentaires. En 1960, il y avait 3 millions d'agriculteurs en France. En 1973, on était tombé à 1 600 000. 1 million en 1988, 627 000 en 1999, 540 000 en 2007. Les anticipations, c'est peut-être 200 000 en 2030. Il y a tous les jours des exploitations agricoles qui ferment. Il y a actuellement une statistique horrible. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les jours.
Donc nous avons affaire, alors évidemment, il ne faut pas être populiste ou poujadiste. Il est normal que le nombre d'agriculteurs ait tendance à diminuer dans les pays développés. Mais il n'est pas normal d'arriver à un anéantissement de l'agriculture en France, puisque la France a toujours été, dans son histoire, depuis l'époque des Celtes et des Gaulois, le grenier de l'Europe. C'est un pays qui a toujours été une grande puissance agricole. Et donc il n'est pas normal, ne serait-ce que d'ailleurs pour le maintien d'une qualité de vie, d'une identité nationale, d'une qualité des paysages, à une époque où on n'a à la bouche que la biodiversité, il faudrait qu'il y ait aussi le maintien en zone rurale d'un certain nombre minimum d'agriculteurs et d'exploitations agricoles. On voit donc en tout cas que la politique agricole commune s'est soldée par une évolution qui est quand même extrêmement catastrophique. Il faut en revenir au traité de l'Union européenne. L'agriculture et la pêche sont traitées par l'article 32. L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture, à la pêche et au commerce des produits agricoles. C'est un extrait de l'article 32. Et dans l'article 39, la politique agricole commune a pour but, notamment, d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole, ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que la construction européenne et l'Union européenne fixent comme objectif à l'agriculture la productivité, le progrès technique, le développement rationnel. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on va mettre en choc frontal, on a mis en choc frontal l'agriculture française avec l'ensemble du monde. Pas seulement les Espagnols et les Portugais qui sont entrés dans la construction européenne, comme vous le savez, dans les années après 1975, mais aussi désormais avec l'ensemble des pays du monde, avec le Brésil, avec l'Argentine, l'Australie, etc. L'objectif qui est fixé par Bruxelles, ça aurait pu être autre chose. On aurait pu dire qu'un des objectifs, c'était d'assurer l'autosuffisance alimentaire, par exemple. En termes stratégiques, c'est très important qu'un pays assure son autosuffisance alimentaire. Pour tous les grands stratèges de toute éternité, un peuple doit d'abord pouvoir se nourrir. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et cette nécessité a disparu. Ce qui fait d'ailleurs que des États comme par exemple le Royaume-Uni importent 80% de sa nourriture, ou 90% de sa nourriture. Il n'y a pratiquement plus d'agriculture au Royaume-Uni. Et nous allons, nous, en France, en train de suivre ce schéma. Il aurait pu y avoir aussi comme objectif, par exemple, ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire de maintenir des agriculteurs en zone rurale, qui maintiennent la qualité des paysages, qui maintiennent qui maintiennent des traditions. Non, pas du tout. Dans la mesure où on les met en choc frontal avec les agricultures du monde entier, ça veut dire qu'on va faire en France, on demande aux Français d'avoir des exploitations agricoles qui sont aussi compétitives que les fermes de l'Oklahoma. Ça veut dire que l'on va avoir un exode rural accéléré, que l'on va avoir des reconstitutions d'entreprises agricoles beaucoup plus importantes, c'est la fin des terroirs. L'objectif, c'est de ressembler à ces fermes géantes du Saskatchewan au Canada ou de l'Oklahoma. Et ça veut dire aussi une exploitation considérable d'engrais avec des nitrites. Et on voit ce que ça donne dans les sols dans certaines régions du monde. Le triste bilan de la politique agricole commune depuis 30 ans, c'est que le revenu net par agriculteur non salarié a augmenté de 43%, alors que le revenu par Français a augmenté de 70%. Actuellement, près de la moitié des Français, des paysans français, 40%, ont un revenu inférieur au SMIC. Les prix des produits agricoles français ont baissé de 60% en monnaie constante payée aux agriculteurs. Puisqu'évidemment, on les met en concurrence, d'abord avec les Espagnols, les Portugais, puis ensuite les Argentins, les Canadiens, etc. Donc, les prix à la production ont baissé considérablement. Cette baisse des prix réels à la production a entraîné une baisse du revenu à l'hectare, qui a elle-même poussé à la course au rendement, à l'agrandissement et à une augmentation faramineuse de l'utilisation des engrais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est que les grands groupes de la distribution et de l'agroalimentaire imposent donc aux producteurs des prix alignés sur les prix mondiaux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en revanche, les prix à la distribution, eux, augmentent. Donc,
à la fois, on se trouve face à un phénomène de ciseaux. Les agriculteurs sont obligés d'aligner leurs prix de production sur les prix de pays comme l'Argentine. Et en plus de ça, ils ont l'euro qui est complètement surévalué. Et au même moment, les prix de vente aux consommateurs ne baissent pas, ce qui permet aux grandes chaînes de distribution d'augmenter leurs profits. Au bout du compte, la politique agricole commune s'est progressivement dénaturée par rapport au début des années 60, où il y avait eu effectivement un certain nombre d'avantages qui résultaient de cette politique, qui avait été imposée par De Gaulle, mais dans une partie de bras de fer avec les Allemands, et puis puisque De Gaulle était quelqu'un qui visait à défendre les intérêts nationaux. Alors que maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, la politique agricole commune est devenue un instrument au bénéfice quasiment exclusif des groupes financiers qui contrôlent l'agroalimentaire et la distribution au détriment de l'agriculteur et des agricultures et des agriculteurs. Alors ce que essayent de faire un certain nombre d'entre eux, vous le savez, c'est les stratégies de niche. Il y en a qui vont sur la niche bio, il y en a qui vont sur des produits de haut de gamme, mais c'est une solution qui ne peut concerner qu'une petite partie de l'agriculture et qui ne concerne pas le plus grand nombre. Alors actuellement, pour bien comprendre comment marche la construction européenne, je suis allé au Salon de l'agriculture à Paris au début de cette année. Je me suis entretenu avec le secrétaire général de la FNSEA. Je me suis entretenu aussi avec le président de la Fédération des fruits et légumes. C'est uburois à quoi on assiste. Pourquoi ? Eh bien, vous savez qu'au moment de récolter des fruits, ça va bientôt être la saison de la cueillette des cerises, par exemple, on ne trouve pas de Français comme ouvriers saisonniers. Très peu. C'est le cas en général en Europe. En Espagne, on ne trouve plus d'ouvriers saisonniers espagnols. En Allemagne, pas d'ouvriers saisonniers allemands. Donc c'est une main-d'œuvre immigrée. Et en Allemagne, comme en France, ce sont les ouvriers saisonniers, ils viennent du Maghreb, des Marocains, des Tunisiens, ils viennent de Turquie, ou viennent des pays de l'Est, la Pologne, la Moldavie, l'Ukraine. Seulement voilà, quand ils arrivent en France, ils sont payés au SMIC. Ils sont payés 9 € de l'heure. Mais en Allemagne, eh bien, vous ne le saviez peut-être pas, en Allemagne, il n'y a pas de SMIC. C'est-à-dire qu'en Allemagne, ils sont payés 5 à 6 € de l'heure. C'est vite vu. Les productions allemandes de fruits et légumes sont beaucoup plus compétitives que les productions françaises. Il s'est passé que la Fédération des fruits et légumes a demandé au gouvernement d'avoir une subvention pour contrebattre cette distorsion de concurrence, puisque tout ça circule librement dans le cadre du marché unique. Et le gouvernement n'en a pas les moyens, puisqu'il s'est tourné vers Bruxelles, et Bruxelles a interdit de donner une compensation aux agriculteurs. Parce que c'était contraire à la libre concurrence. Donc vous comprenez comment fonctionne ce système. Il n'y a que 3 possibilités. La première possibilité, c'est on reste dans la situation actuelle, ça veut dire qu'on accélère la destruction de l'agriculture française. Et vous savez que pour la première fois depuis 2 ans, désormais l'agriculture allemande a dépassé l'agriculture française. C'est du sans précédent depuis des siècles. Ou alors, pour être compétitif avec l'Allemagne, il faut supprimer le SMIC en France. Voilà comment ça marche chez McDonald's. Alors il y a une 3e possibilité, c'est celle que nous on vous propose, c'est d'en tirer la conséquence. La conséquence, c'est que l'agriculture française est sur la voie du déclin, elle est désormais dépassée par l'Allemagne, c'est une chose qui était inconcevable il y a encore quelques années. Les dégâts d'ailleurs ne sont pas seulement financiers mais aussi d'ordre moral. La prolifération des réglementations européennes retire aux agriculteurs ce qui faisait l'un des attraits les plus forts de leur métier, à savoir la liberté de travailler la terre comme ils le souhaitaient, d'utiliser les semences comme ils le voulaient. Vous savez que maintenant, là aussi, il y a des réglementations de plus en plus draconiennes. On est en train d'ailleurs d'en transformer, on est en train d'en transformer certains en fonctionnaires chargés tout simplement de faire des fleurs, vous savez, dans des jachères. La construction européenne est ainsi en train de tuer financièrement, physiquement et mentalement le grenier agricole de l'Europe qui était la France depuis des siècles. Et donc, si l'on veut sauver l'agriculture française, c'est le 3e volet, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de sortir de l'Union européenne au plus vite. Si nous voulons donc sauver l'agriculture et les agriculteurs, il faut que la France dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, et notamment les articles 32 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dont je parlais tout à l'heure.